Alors, on va retrouver maintenant Shlomo Malka. Shlomo Malka qui est journaliste. Il est actuellement journaliste sur plusieurs journaux français. Je pense à Sud Radio. Je pense qu'il intervient aussi sur Radio J. Et puis, également, il écrit dans le Figaro Box pour nous parler de la laïcité à la française. D'abord, Shlomo Malka a écrit un livre qui s'appelle Dieu, Macron et la République, quelque chose comme ça. Je crois que je ne les ai pas mis dans l'ordre. Et la laïcité à la française, quelle est sa spécificité? Pourquoi on va parler de la laïcité à la française? Tout simplement parce qu'il y a eu une mini-tempête, donc une tempête dans un mini verre d'eau lors de l'allumage de la première bougie de Hanouka par le je GRF, le Grand Rabbin de France, reconnais, à l'Élysée. je Est-ce que reconnais l'Élysée est un quelqu'un, sanctuaire de la laïcité à la la française? figure Est-ce est qu'une mairie est un familière, sanctuaire? Est-ce qu'une école le prénom est également un aussi, sanctuaire de la laïcité? Mais qu'est-ce que la laïcité à mais la française? je C'est la vois pas question que je très vais poser à Shlomo bien Malka. qui c'est. Mais tu vas me le dire. Shlomo Malka, bonjour. On vous connaît, vous êtes un journaliste émérite de la fréquence juive, mais également vous intervenez sur Sud Radio, vous intervenez par écrit cette fois-ci dans le Figaro Vox, et vous allez nous parler de la laïcité à la française, parce qu'il y a une laïcité à la française complètement différente des définitions que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou même en Israël. Alors justement, ma première question, Shlomo Malka, est qu'est-ce que la laïcité à la française? Quelle serait une bonne définition de la laïcité à la française? Bonjour William et bonjour à tous. La laïcité, c'est une spécificité française. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et certainement pas en Israël. Donc, les gens ont toujours un peu de mal à comprendre cette notion. Mais c'est une notion qui a été intégrée dans la conscience des religions ou des religieux en France, des religieux et des laïcs. C'est une loi qui date de 1905 et qui établit que il y a une séparation entre les religions et l'État, entre les églises et l'État. Elle garantit la liberté de culte, mais elle ne reconnaît, cette loi, ni ne subventionne aucun culte. La laïcité implique la neutralité de l'État. L'État est neutre par rapport au culte, mais donne au culte la possibilité de s'exprimer et de s'exercer. Là, c'est sur l'ensemble du territoire, excepté l'Alsace et la Moselle, qui ont un statut particulier qui relève du concordat établi par Napoléon Bonaparte, comme les consistoires à la fois protestants et juifs, on les doit à Napoléon Bonaparte, mais le consistoire n'est pas subventionné, comme vous le savez très bien, sauf en Alsace et Moselle. Et il faut dire que ça a été long. Bon, c'est une loi qui a presque 120 ans, mais qui a été bien reçue au départ par les catholiques, par les protestants, par les juifs. Ils ont mis du temps à s'acclimater à cette loi, mais ils ont fini par réussir. Les musulmans qui n'étaient pas dans le territoire national à l'époque ou qui n'étaient pas en nombre, à l'époque où la loi a été édictée, ont eu du mal avec et ont toujours aujourd'hui du mal à appliquer cette loi et même à la comprendre, de sorte que la loi a été appliquée pour les Juifs avec beaucoup de souplesse, c'est-à-dire on était arrivé à trouver des arrangements
Par exemple, c'était pas mon cas, mais c'était le cas de ma sœur qui allait dans une école publique et comme elle était la fille d'un rabbin, elle disait je ne veux pas écrire, je veux venir parce que je veux pas rater les cours, mais je ne veux pas écrire. Et alors on s'arrangeait comme ça, où les kippotes étaient tolérées, alors qu'aujourd'hui elles ne sont pas, elles sont remises en question. Et elles sont remises en question parce que tout d'un coup, tout le monde s'est crispé alors que ça allait très bien avec les autres religions. Mais l'arrivée de l'islam, qui a eu des difficultés avec, avec la loi de 1905 et avec la compréhension de la laïcité, a fait que tout le monde est tendu et que aujourd'hui, il suffit d'allumer une petite bougie de Hanouka à l'Élysée pour que ça fasse une grande, ça déchaîne les passions d'un côté comme de l'autre. Et justement, pourquoi cette tempête dans une mini-fiole de Hanouka à l'Élysée? Qu'est-ce qui était interdit, aussi interdit que cela? Il y a bien des allumages par les Chabad, par les Lubavitch un peu partout dans Paris depuis des années. Il n'y a jamais eu de problème. Et tout d'un coup, le GRF, le Grand Rabbin de France, allume je crois que c'était la première bougie de Hanouka à l'Élysée. Les gens de gauche sont vent debout, et je pense que l'extrême droite aussi, enfin je ne sais plus. Ça a provoqué un tollé terrible. Pourquoi? Alors, précisément parce que, je veux dire, ça aurait pu passer comme quelque chose d'assez anodin. Et après tout, ça se fait aux États-Unis. On voit Monsieur Obama ou même aujourd'hui le président Biden allumer une bougie, ça suscite pas un tollé. Ça fait problème en France parce que tout le monde est chatouilleux sur cette affaire. Et alors, qui a décidé? Si vous me demandez mon avis, dans le contexte actuel où il y a où la laïcité est en débat très régulièrement, ça n'était pas nécessairement une bonne idée. Est-ce que c'est le grand rabbin Chaim Corsia qui l'a soufflé à l'oreille du président Macron? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a eu lui-même cette idée? Je ne sais pas. C'était pas l'idée du siècle. Et en tout cas, c'était inédit, aussi curieux que ça puisse paraître, c'était inédit en France. Jamais on avait fêté, je veux dire, marqué une fête religieuse par par l'allumage d'une bougie de Hanouka à l'Élysée même. D'ailleurs, si vous avez vu les images, vous avez vu que le président était un peu dans son quant à soi. Il n'était pas au centre des choses. Il assistait un peu passivement à cette affaire. Il n'était pas très joasse. Cela dit, ça a suscité effectivement un tollé. Il y en a d'autres qui ont considéré que c'était pas non plus, je veux dire, une affaire que d'allumer une luciole, comme dit mon ami Jean-François Colosimo, qui est un grand éditeur et qui a fait un papier pour dire une luciole à l'Élysée, la belle affaire. Alors évidemment, il y a des gens qui ont considéré que c'était pas tellement grave, d'autant que on a essayé de minorer la chose en disant différentes choses. On a dit que c'était un signe adressé à la communauté juive pour se faire pardonner l'absence à la manifestation contre l'antisémitisme. Il s'en est voulu de ne pas avoir été présent et donc il essaie de réparer les choses en allumant une bougie de Hanouka. Mais
il s'est pas aperçu que la communauté juive, dans son ensemble, ce qu'elle aurait préféré, c'est qu'il aille à la manifestation contre l'antisémitisme et et le fait d'allumer une bougie, c'était bien gentil, mais c'était pas nécessairement le bon moment pour faire ça. On a fait valoir aussi qu'il s'est déjà produit, il s'est déjà produit que le président reçoive à l'Élysée les représentants religieux. Par exemple, le 1er janvier prochain, il recevra pour les vœux de fin d'année ou les vœux de la nouvelle année plutôt, et il va recevoir les représentants religieux à l'Élysée. Mais ça n'est pas la même chose, ça n'est pas une manifestation de type religieux. On a fait valoir aussi qu'il s'agissait, faut le dire, de la remise d'un prix, le prix de Jakubowicz, et donc qu'il y avait effectivement. On a dit aussi que que Hanouka est une fête culturelle plutôt que culturelle, ce qui n'est pas très convaincant, parce qu'on a beau trouver qu'il y a des symboles qui sont universels, la lumière, etc. C'est pas pour autant que ça n'est pas une fête religieuse. Voilà, pour toutes ces raisons, ça a suscité un débat. J'ai une question. Est-ce que selon vous, c'est vraiment le fait que ça se passe à l'Élysée qui soit problématique, ou c'est la présence du président? Parce qu'on a de nombreux exemples où des maires ou des ministres peuvent assister à différentes manifestations religieuses, chrétiennes, musulmanes ou juives. Oui. Alors, le problème des mairies, bon, il y a le problème du sapin de Noël dans les mairies. Ça existe, mais le problème, c'est que là aussi, on essaye de présenter les choses comme si Noël était devenu, avec le temps, une fête de nature culturelle. Ça appartient au patrimoine c'est pas nécessairement, ça ne revêt pas nécessairement un caractère religieux, c'est plus patrimonial ou c'est plus culturel, donc c'est plus de nature à favoriser la consommation. Il n'y a pas tellement évidemment, il y a un aspect religieux, mais on peut présenter ça de manière à faire passer pour quelque chose qui rassemble et qui n'est pas spécifiquement religieux. Il y a pas eu jusqu'à présent, si, il y a un arbre de Noël depuis Chirac d'ailleurs à l'Élysée, mais Chirac avait fait passer ça par le biais d'un subterfuge, c'est que il souhaitait que dans la crèche de l'Élysée, on puisse il y a une crèche à l'Élysée, comme il y a un jardin d'enfants, etc. Et donc le sapin de Noël entrait à l'Élysée, mais sous cette forme-là, sous cette forme de présentation des vœux et puis amusement pour les enfants et les bébés de la crèche. Donc là aussi, on joue sur le double aspect culturel. C'est la même chose aussi vis-à-vis de la communauté juive. On ne subventionne jamais quelque chose qui... Moi, je vais à la synagogue qui est pas loin d'ici, du lieu où je me trouve, et qui est à l'avenue de Versailles, qui est dirigée par le fils du grand rabbin David Messas. Et dans cette synagogue, il y a tout ce qui relève de la synagogue propre
et tout ce qui relève parce qu'il y a un musée de l'eau qui est attenant à la synagogue, mais qui est en train d'être pris en charge par la synagogue pour y faire des événements culturels. On m'a demandé d'ailleurs, avec Ruth Elgrieff, avec Eric Toledano, de participer aux événements que nous créons là-bas. Mais autant la synagogue n'est subventionnée que par les fidèles, et il n'y a pas un sou qui vient ni de la mairie, ni évidemment du gouvernement, sauf s'il y avait une école. S'il y a une école, il y aurait la possibilité, mais à travers ces événements, la synagogue à Ahavat Shalom, c'est comme ça que ça s'appelle, va essayer d'avoir un peu de subvention de la mairie qui a d'ailleurs donné son accord pour aider un peu l'organisation proprement culturelle, mais en insistant bien que c'est des événements culturels. Si on invite un Israélien du chasse à faire une communication, ça ne sera pas considéré comme un événement culturel. C'est ça la distinction qui est faite et sur laquelle fonctionne autant à l'Élysée qu'à la synagogue à Ahavat Shalom. Shlomo Malka, est-ce que il n'y avait pas finalement dans cette tempête, dans un mini verre d'eau, comme l'a dit mon ami William, il n'y avait pas aussi cette référence au livre que vous avez écrit avec Victor Malka, votre frère, Le Grand Désarroi. Et d'ailleurs, nous étions rencontrés à Nice pour cette raison au sujet de la déradicalisation et de la vivacité de la communauté juive de Nice. Et vous disiez, Shlomo, que il y avait dans ce livre, vous et votre frère, il y avait finalement une communauté juive qui était un petit peu à la recherche de son chemin à venir. Et ceux qui allaient partir faire leur alia, ceux qui allaient rester et se fondre, voire s'effacer, et puis ceux qui allaient combattre pour préserver une communauté. Est-ce que on n'en est pas aujourd'hui encore plus dans l'extrême où finalement il y a déjà beaucoup de monde qui sont partis, et c'est pas qu'un seul tiers, et que finalement les 2 tiers qui restent, c'est encore des gens qui se cherchent. Oui, c'est un livre c'est une enquête que nous avons faite avec mon frère, et nous avons fait 2 livres ensemble. Nous avons fait un livre sur Yitzhak Rabin qui s'appelait Shalom Rabin, où nous disions notre attachement à cet homme et à ce qu'il a apporté à l'histoire d'Israël. Et le deuxième, c'est effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire, ça s'appelait Le Grand Désarroi, une enquête sur les Juifs de France. Ce désarroi, il est encore là, c'est aggravé même. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. C'est pas la laïcité qui plonge les Juifs de France dans l'embarras et dans le désarroi. C'est au contraire les atteintes à la laïcité. Et ces atteintes à la laïcité, elles sont de plus en plus nombreuses. Pas seulement le fait que le foulard à l'école, l'abaya à l'école, tous ces problèmes qui rejaillissent à chaque fois, et pas seulement, ou la kippa, pas seulement ça, c'est les atteintes qui font
c'est les actes d'antisémitisme qui sont en train de... le président du CRIF parle d'un tsunami d'actes antisémites et il n'a pas tort. Mais parmi ces... beaucoup de... d'abord, une grande partie des Juifs qui étaient dans les écoles publiques et qui fréquentaient les écoles publiques n'y vont plus. Il n'y a plus de Juifs aujourd'hui à cause des brimades, à cause des actes antisémites. Il n'y a plus de Juifs, surtout en Seine-Saint-Denis, mais à travers tout le territoire. Et les Juifs sont obligés d'aller soit dans des écoles juives, soit dans des écoles privées. Il y a l'école juive, tenez-vous bien, l'école catholique, tenez-vous bien, est la première école juive en France. C'est là où il y a le plus de juifs. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour les musulmans. Il y a de plus en plus de musulmans qui quittent l'école publique et qui vont vers l'école privée. Donc il y a ça. Et ça, c'est à chaque fois des atteintes à la... Bon, je parle même pas de la discipline, du manque d'autorité, etc., de l'absence d'autorité, le fait que certains sujets ne peuvent pas être abordés ou ne peuvent être abordés qu'avec beaucoup, beaucoup de précautions, par exemple la Shoah, bien entendu, donc il y a des profs qui se battent, mais le résultat est là. Donc, c'est pas le fait d'être astreint. Je suis de ceux qui pensent que la laïcité protège les Juifs de France. Elle les a protégés depuis le début, en instaurant une égalité, en garantissant l'exercice du culte, etc. Elle les protège. Mais ce qui les met en danger, c'est précisément le fait de ces atteintes continuelles contre la laïcité et qui vont en se développant. Shlomo Malka, merci. Merci de ton intervention. Merci Shlomo. Merci à vous et bon courage. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a quelque chose que, après avoir parlé avec Shlomo Malka, il y a quelque chose quand même qui m'a manqué, moi, c'est la spiritualité. Je me souviens à Paris de ces grandes ménorotes, ces grandes Hanoukiotes qu'on mettait à Franklin Roosevelt avec des multiplex, Sydney, New York, Paris, et on était fiers d'être à Paris pour voir ça. On est maintenant ici en Israël. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce... Par rapport à ce qui s'est passé à Hanouka et à l'événement qui a eu lieu à l'Élysée, qui est en vérité, ça semble anodin, mais c'est un événement majeur. Je m'explique. Il y a eu, au fil des années, des allumages qui ont été faits, comme ça a été précisé, aux États-Unis, avec les présidents, etc. Et ça n'a jamais posé de problème, bien au contraire. Mais en France, ça ne s'était jamais fait, pour diverses raisons, dont la raison de la laïcité, ce qu'on peut très bien comprendre. Depuis le 7 octobre, il arrive des choses, et surtout le 7 octobre a été un événement qui nous a échappé. On n'a pas compris comment une chose pareille a pu avoir lieu. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir comment Dieu, s'il le décide, peut faire en sorte que les choses arrivent, même si on a tout cadenassé pour que ça n'arrive pas. Et l'événement à l'Élysée pour Hanouka a été intéressant parce que le même jour, enfin dans la même semaine, je suis tombé sur un mot que le rabbi de Lubavitch avait dit en 1991, exactement à la même époque, concernant la France,
qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit une chose très intéressante. Il avait dit que la transformation en un lieu de Torah de la France, Tzarfat, dont la valeur numérique, la gamatria, est 770, qui fait allusion à l'Etsem, à l'essence, marquera le terme de l'élévation du monde. On est en 91, hein. Alors se réalisera la promesse selon laquelle des sauveurs monteront sur le mont Sion pour juger le mont Esav et le règne sera à Dieu. Lors de la délivrance complète et finale par notre juste Mashiach, qui brisera toutes les limites. Et j'ai fait automatiquement la relation entre cet événement qui était improbable, qui n'aurait pas dû se passer, mais qui s'est tout de même passé, avec son lot de polémiques dans un verre d'eau, mais ça vient clairement montrer qu'en France, Tzarfat, qui est en vérité, la France est la base de tout le développement et l'explosion du judaïsme en diaspora, c'est la France qui détient les grandes clés de cela. Parce que la France, justement, État laïque, etc., contient des grandes forces de révolution. C'est pas pour rien que le rabbi a repris la Marseillaise, par exemple, parce que pour proclamer la royauté divine. Parce que c'est justement la France détient les clés, certaines clés qui sont liées à la délivrance. Et le fait que cet événement-là se soit passé à l'Élysée de cette manière-là, de façon complètement incongrue, quand je le lis à ce que le rabbi a dit il y a plus de 30 ans, me donne un espoir gigantesque sur le fait que nous vivons actuellement, effectivement, les prémices de la délivrance, pas simplement du peuple juif, mais du monde entier. Et pour moi, il n'y a pas du tout de polémique. Au contraire, il y a quelque chose d'assez merveilleux qui vient de se réaliser, même si peu de personnes le verront ou peu de personnes le comprendront. Mais il faut savoir lire entre les lignes des événements que l'histoire nous propose, et c'en est un exemple parfait. Il y a une symbolique toute particulière aussi autour de cette fête de Hanouka, dans la mesure où c'est la fête qui a un écho public, contrairement aux autres fêtes qui sont des fêtes familiales ou purement religieuses, et que c'est la fête de la victoire. Quand on pense aux autres manifestations religieuses, ce sont des manifestations autour du don de la Torah, autour de la destruction du temple. Hanouka, c'est une victoire. Mais Hanouka, j'ai même envie de vous dire que c'est pas du domaine du religieux. Ça a été une guerre, la guerre qui s'est passée pendant l'époque de Hanouka. On n'était pas dans le domaine du religieux, on était dans quelque chose de complètement différent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on allume Hanouka aux yeux du monde, devant tout le monde, et avec joie et fierté, comme si ces lumières-là étaient en vérité destinées à tout à chacun. Donc on n'est pas dans quelque chose de religieux, comme la fête de Sukkot pourrait l'être, ou la fête de Rosh Hashanah, ou que sais-je, ou de Pessah. On est dans vraiment quelque chose qui vient libérer des fréquences, qui vient libérer des ondes. Et c'est pas pour rien que le rabbi a fait en sorte que cette fête soit promue au monde entier de la sorte, comme ça a été fait dans les années 90. On aurait pu penser que, par exemple, la fête de Sukkot, on aurait pu faire la même chose, construire des grandes cabanes en bas de la Tour Eiffel et faire la même idée. Non, fait pour ces fêtes-là, ça s'est fait pour Hanouka. Donc oui, ça se rejoint à ça, dans le sens où Hanouka est effectivement, au-delà d'une fête religieuse, une fête de lumière pour tout le monde. Alors c'est bien dit, c'est joli comme tout quand on l'entend comme ça, et en même temps, moi je peux pas m'empêcher de me dire, mais on est arrivé au bout. Mais le bout pour moi, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Oui. Alors, mais on est arrivé au bout. On a fait tout ce qu'on a pu en tant que juif français, à tous les points de vue.
on a accepté le consistoire, le Sanhédrin qui aurait dû se faire, même projet napoléonien, etc. On a tout accepté. On a accepté de mettre le mot République, une prière pour la République dans nos prières du jour, pour nos prières quotidiennes. Et vraiment, le juif a montré c'est ce que disait Shlomo Malka, même son acceptation de ce qu'était la laïcité, un espace qui préservait les cultes, qui préservait... Bon. Avec un principe d'assimilation. Avec un principe d'assimilation, tu as raison, Jérôme. Fort. Mais là, j'ai l'impression, et je te rejoins, que le 7 octobre, on est arrivé au bout du bout. C'est-à-dire quelque chose de disruptif, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Un pogrom, imaginez un pogrom en 2023 au XXIe siècle. Et dans le même temps, quelque chose où on voit, excusez-moi, mais il l'a dit un petit peu, Shlomo Malka, mais où le président de la République est presque dans une attitude de quant à soi, de recul, en retrait, comme si il nous laissait une petite place. Alors qu'encore une fois, moi je me rappelle, quand les Chabad à Paris, avec une liberté et une joie, s'installaient, à Nice aussi d'ailleurs s'installaient, puis tout le monde était joyeux, juif et non juif d'ailleurs. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui était comme si on était arrivé au bout. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est peut-être là que ces 450% de candidats à l'Alliance, finalement, moi, là, ça me rend le sourire. Ça me rend le sourire parce que je me dis, on est au début de quelque chose. C'est vrai, ça fait plaisir, vu que les chiffres n'étaient pas les mêmes il y a encore quelques temps. Donc, effectivement, on a l'impression parce qu'on aurait pu penser que ça aurait créé l'inverse, que les gens aient peut-être des craintes de faire leur Alliance. Et on voit que c'est tout à fait différent. Et c'est en ce sens que, oui, effectivement, on arrive non pas à la fin de quelque chose, mais au début de quelque chose.